Zurück. So, herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, hier für den zweiten Block. Bonjour, mesdames, messieurs, sur ce deuxième panel du dialogue franco-allemand. Nous allons discuter maintenant sur les approches différentes, mais également les objectifs communs des projets transfrontaliers qui existent dans les domaines de l'approvisionnement énergétique. Je me permets de vous introduire encore une fois, de vous présenter encore une fois le secrétaire d'État parlementaire, M. Stefan Wenzel, auprès du ministre fédéral de l'économie et de la protection du climat. Il est en quelque sorte le hôte de cet événement et qui va participer à notre discussion. Je vous présente par ailleurs un représentant du ministère de la Transition énergétique, le directeur général, M. Laurent Michel. Soyez le bienvenu, M. Michel. Donc, nous allons regarder effectivement quels sont nos points communs, quelles sont nos approches différentes. Et j'aimerais commencer par une question que je vais vous poser à vous deux. Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le directeur général, nous savons que nous devons sortir des énergies fossiles. La France et l'Allemagne ont développé des scénarios un peu divergents et peut-être on peut les comparer un petit peu. Quel est le focus qui est placé par l'Allemagne concernant la sortie des énergies fossiles? Merci. Je suis très contente de pouvoir participer à cette discussion dans le dialogue franco-allemand. Et je me réjouis beaucoup que vous participiez aussi, Monsieur Michel, pour permettre une discussion sur ce sujet. En fait, en cette année, nous avons lancé de grands projets à Versailles avec l'adoption du plan Repower EU. La première phase du bilan qui a été dressé au printemps a été le suivant. Nous souhaitons accélérer la transition énergétique massivement. Nous souhaitons renforcer l'efficacité énergétique de manière massive et nous souhaitons également renforcer la souveraineté énergétique. Donc, il y a aussi un composant de politique industrielle. Et quand on regarde notre mix énergétique, on constate que la France et l'Allemagne ont connu des évolutions très divergentes. Mais à Versailles, nous étions tous d'accord pour mettre sur les rails ce plan qui est maintenant en cours de négociation au Parlement européen. Et pour l'Allemagne, cela signifie, par exemple, nous souhaitons augmenter la part des énergies renouvelables à 80% d'ici 2030. Et pour le mix énergétique, il est décisif de augmenter l'électricité dans le domaine de la chaleur, également dans les transports, avec chaque véhicule électrifié, nous économisons 75% d'électricité, de carburant, pardon. Et en ce qui concerne le secteur du bâtiment, nous pouvons également augmenter de manière considérable l'efficacité énergétique. Et nous souhaitons partager les expériences que nous avons faites ou que nous faisons dans ce domaine avec nos partenaires pour adopter des règles, des mécanismes communs. La régulation au niveau européen est le cadre législatif le plus important. De nombreuses mesures sont mises en œuvre sur le plan national, mais la colonne vertébrale, pour ainsi dire, ce sont les textes européens. Monsieur le directeur général, 80%, c'est quand même un objectif assez élevé concernant les énergies renouvelables. Et comparé avec les plans de votre pays, quelle est la situation?
l'occasion de rediscuter avec M. Wenzel, que nous étions vus à Dublin, entre autres, et de partager avec vous tous nos expériences. Je crois que nous partageons le fait que nous devons agir sur plusieurs leviers. Et d'abord, toujours, on en parle trop peu souvent, c'est l'efficacité énergétique, voire la sobriété dans les bâtiments, dans les transports, dans l'industrie, car même si on a des idées et des pistes qu'on va creuser très fortement pour décarboner la consommation d'énergie, il est vraiment indispensable de la tenir au plus bas possible pour pouvoir la décarboner. Car nous devons décarboner pas seulement l'électricité, mais nous devons décarboner la chaleur, le gaz que l'on utilise par le développement du biogaz. Et puis effectivement, on va avoir, je crois que tous les pays le partagent, plus d'électricité parce qu'on va changer certains procédés industriels, on va développer la mobilité au moins pour les véhicules légers en termes de mobilité électrique, on va aussi vouloir produire de l'hydrogène pour différents usages. Alors, ça nous amène par exemple en France à considérer que notre consommation globale d'énergie devrait baisser de 40% d'ici 2050, ce qui est énorme, mais que par contre là-dedans, la consommation d'électricité augmentera d'au moins 30%. Alors, même si on a des actions sur l'économie d'énergie, effectivement, il faut décarboner le mix énergétique sur les trois vecteurs. Par exemple, nous souhaitons atteindre sur la chaleur renouvelable, 38% de la chaleur doit être renouvelable à horizon 2030, et ce sont des objectifs que dans le cadre du paquet européen Fit for 55 et REPowerEU, nous allons devoir réaugmenter. Je pense aussi que l'on doit pouvoir, en quelques années, tripler ou quadrupler notre production de biométhane. Puis il y a enfin effectivement l'électricité, où c'est là que nous différons un petit peu de l'Allemagne, puisque vous savez, la France estime nécessaire et à la fois pertinent au plan économique, mais aussi de l'atteinte des objectifs de décarbonation, de reposer en termes d'électricité sur deux gros piliers, un développement des énergies renouvelables et le développement d'un parc nucléaire qui reposera à la fois sur des centrales existantes prolongées en toute sûreté, et pas toutes, et sur la construction de nouveaux EPR. Juste donner quelques chiffres pour montrer l'ampleur que cela peut représenter. On pense qu'on devrait atteindre sur le solaire, alors que nous sommes en route vers les 17-18 gigawatts bientôt, mais d'atteindre à horizon 2050 peut-être 100 gigawatts ou plus de capacité d'électricité solaire installée. De même, le président de la République avait tracé comme objectif global sur l'éolien en mer l'idée d'être à 40 gigawatts en 2050, alors que la France vient d'inaugurer son premier parc et que nous avons aujourd'hui notre portefeuille est de l'ordre de 7 gigawatts entre les projets en construction ou les appels d'offres. Donc, et ça c'est quelque chose, je pense, que nous partageons avec l'Allemagne ou d'ailleurs tous nos voisins de la mer du Nord, c'est continuer le développement de ces énergies renouvelables et probablement aussi, bien entendu, adapter le réseau en termes de flexibilité, de stockage. Voilà quelques éléments peut-être pour commencer à poser les enjeux. Sie haben die Nordsee erwähnt, ja, als natürlich Standort. Vous avez mentionné la mer du Nord comme site logique, en quelque sorte, pour les parcs éoliens onshore, mais également offshore. Et le développement de l'éolien doit donc être accéléré pour atteindre les objectifs climatiques. Est-ce qu'il y a déjà aussi des approches de coopération, Monsieur Wenzel? Oui, effectivement, à Dublin, nous avons discuté avec les pays riverains de la mer du Nord, avec la France, la Suède. Il n'y avait malheureusement pas la Grande-Bretagne en raison du Brexit, et nous avons constaté que dans ce contexte, nous avons des projets pour le développement jusqu'à 260 gigawatts. Il y a quelques pays qui misent sur le floating offshore. S'ajoute à cela la Grande-Bretagne avec probablement 40 gigawatts supplémentaires. Donc, dans l'ensemble, les projets de développement s'élèvent à environ 300 gigawatts. Donc, ce sont des chiffres très, très intéressants.
Il y a des centrales en France, des centrales en Allemagne, que ce soit pour l'onshore que pour l'offshore. Et nous souhaitons sauvegarder ces structures existantes et de les renforcer même. Mais pour cela, nous avons également besoin de la mise en place de stations pour la conversion. Par le passé, il y avait juste un seul armateur espagnol qui a participé à l'appel d'offres. Donc, il faut vraiment essayer de développer aussi les technologies correspondantes qui sont nécessaires dans ce contexte. Monsieur Michel, est-ce que vous souhaitez compléter cela concernant la coopération technologique dans ce domaine? Sur la base de l'exemple de l'éolien offshore, je pourrais donner deux points. Évidemment, vous regardez les cartes, nous sommes tout petit peu connectés à la mer du Nord en France, donc on ne peut pas nous développer comme il y a des projets communs de grandes îles, de grands projets communs en différents pays, Allemagne, Belgique, Danemark, Pays-Bas, etc. Par contre, un point extrêmement important, avant de parler de la technologie, dans ce forum de coopération et dans des échanges bilatéraux, c'est que ça permet aux uns et aux autres de voir l'importance des freins et des leviers à actionner pour développer l'éolien offshore. Il y a des questions de planification, il y a des questions d'insertion environnementale avec la pêche aussi. Il y a aussi des questions de modèle économique. Il y a besoin, pas forcément à grosse échelle financière, mais par contre en termes de garantie de soutien public, il y a des mécanismes de soutien. Il y a aussi la question de la planification des raccordements, comment on peut faire aussi des permis plus rapides. Et je dis clairement, en France, nous avons beaucoup appris d'un certain nombre de pays plus nordiques et plus avancés qui avaient déjà fait évoluer leur système. Je crois que c'est, par exemple, d'autorisation. C'est important d'échanger sur ces éléments. D'ailleurs, après, on voit que finalement, nos échanges, après, nourrissent tout ce qui sont dans les projets aujourd'hui, REPowerEU, sur un certain nombre de moyens d'accélérer les projets. Sur ce qui est de la technologie et de l'industrie, effectivement, à la fois en termes de développement économique et de souveraineté, la récente crise, tant géopolitique qu'énergétique, a montré la nécessité de renforcer notre souveraineté et de pouvoir, au moins en grande partie, développer en Europe des technologies et des bases industrielles. Alors, on voit déjà, l'éolien offshore, d'une certaine manière, est déjà assez avancé, puisqu'on a des entreprises, on peut citer Siemens Gamesa, Vestas, mais il ne faut pas regarder que les turbines, on a aussi les gens qui fabriquent les pales, ou les questions des sous-stations. On a les sous-stations électriques, certaines fabriquées en France, sont installées dans des parcs de la mer du Nord. Évidemment, déjà, les grandes entreprises développent ces liens, mais il est important qu'on ait un cadre européen qui n'est pas simple à développer, mais qui soutienne d'abord la R&D. On a les outils européens qui étaient Horizon 2020 ou qui sont le fonds innovation. Et dans chaque pays, on a des stratégies, je pense, assez similaires de soutenir toutes ces phases de développement en amont, les prototypes. Et puis, il faudra probablement qu'on réfléchisse ensemble, et l'Allemagne sera pour nous un partenaire dans ces réflexions, quand on voit aussi ce qui se fait aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, à voir comment nous pouvons, dans nos mécanismes de soutien, nos appels d'offres, marquer aussi un peu de soutien aux solutions européennes. Il ne s'agit pas d'être franco-français ou germano-germain, mais de globalement pouvoir soutenir cela. Et on voit par ailleurs, je ne sais pas si on en reparlera, mais que dans le domaine des batteries ou dans le domaine de l'hydrogène, les initiatives conjointes de l'Europe et des différents pays amènent les industriels, soit au stade du développement, soit même en déploiement, à construire des usines de batteries ou avoir des projets intégrés de R&D sur l'hydrogène. Donc c'est important. Et clairement, pour l'éolien offshore, on pense entre autres avec le flottant, qu'on a là un gros point de technologie à maîtriser en Europe. Et on n'est pas si mal parti. D'ailleurs, je pense, de nombreuses entreprises européennes ont diverses technologies de couplage flotteur éolienne. Kann man denn sagen, dass jetzt wirklich so ein neuer... Est-ce qu'on peut dire que nous faisons face à un nouvel élan européen? Prenons l'exemple de l'hydrogène, par exemple. Il y avait des efforts du gouvernement fédéral pour
promouvoir une industrie de l'hydrogène. Mais tout cela est relativement lent. Quand j'entends tout cela qui vient d'être dit, cette volonté d'adopter une approche européenne, est-ce que c'est un nouveau élan qui est donné? Oui, en fait, je suis très reconnaissant à M. Michel d'avoir abordé le sujet de l'hydrogène et de la régulation. Je pense que cette guerre épouvantable menée par la Russie et commencée en février par la Russie, que cette guerre a fait que l'Union européenne se concentre maintenant de manière beaucoup plus forte sur ces questions d'intérêt commun, sur ces questions qui sont nécessaires pour renforcer la souveraineté de l'Europe, indépendamment des différentes priorités que les pays européens adoptent. Je pense que ce qui compte maintenant, c'est l'approche commune. Et concernant l'hydrogène, nous avons donc une toute nouvelle fantaisie, pour ainsi dire, parce que les prix du gaz ont fortement augmenté et grâce à notre position géographique, nous sommes à même de produire de l'hydrogène à des prix abordables. Le prix du gaz restera élevé au cours des prochaines années et je pense qu'il ne va pas baisser pour atteindre le niveau d'avant la guerre. Et nous avons également constaté que les produits dérivés de l'hydrogène peuvent offrir des possibilités commerciaux tout à fait nouveaux. Cela a également joué un rôle lors de la COP à Sharm el-Sheikh. Il y a donc les fabricants européens qui se sont vraiment intéressés des nouveaux mécanismes, de nouvelles possibilités de produire ces produits dérivés de l'hydrogène. Jusqu'à présent, des décisions d'investissement n'ont pas encore été prises, mais on voit quand même que l'industrie est vraiment résolue et déterminée à devenir active dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une régulation correspondante au niveau européen pour l'hydrogène, pour permettre à nos industries de devenir actives également dans les domaines qui ne sont pas qu'on ne peut pas électrifier. Monsieur Michel, vous avez mentionné l'Inflation Act des États-Unis qui exerce d'ores et déjà une certaine pression concernant la régulation européenne en matière d'hydrogène. Quelles sont vos attentes? Dans quel délai l'Europe peut réagir et mettre en place les régulations nécessaires? Très compliqué, mais qui dépasse l'hydrogène et qui voit bien qu'effectivement, on voit, il y a des témoignages dans la presse ou auprès des gouvernements qu'il se crée aux États-Unis des contextes très favorables à l'émergence non seulement des technologies, mais des entités de production et que ça peut ralentir ou même bloquer des projets qui se faisaient en Europe. Alors, il y a une question vraiment qui dépasse mes compétences, c'est finalement, entre autres dans le cadre des règles de l'OMC, entre autres, auxquelles les deux côtés de l'Atlantique adhèrent, est-ce que tout ça est correct? Ça, je ne me prononcerai pas. Je pense que par contre, ça montre bien la nécessité, vous l'aviez dit, comment on peut aller vite à toutes les phases, et ça passe évidemment par des cadres sur les autorisations et la fluidification des autorisations, car il ne s'agit pas de brader l'environnement. On peut avoir tant sur l'hydrogène, les batteries ou autres, ou les éoliennes, des impacts environnementaux. Donc il faut autoriser les projets rapidement, mais de manière correcte vis-à-vis de la prévention des risques et des impacts, mais aussi plus globalement le passage de la R&D au prototype, à la démonstration, puis à l'échelle industrielle. Et on voit que, je pense, beaucoup de choses, je m'éloigne un peu de l'Inflation Reduction Act, mais beaucoup de choses vont être vraiment dans la mise en œuvre
il faut aligner toutes les planètes. On a besoin à la fois de stabilité et lisibilité et d'un caractère incitatif de nos cadres des aides d'État. Il n'est pas question de ne pas avoir un cadre européen sur les aides d'État, parce que le marché est unique et doit être honnête. En même temps, on voit qu'il nous faut conjointement proposer au niveau des États peut-être des cadres plus rapidement, les faire adopter rapidement par la Commission européenne, et puis parfois, je pense, savoir aider plus fortement nos entreprises sur les premières phases. On n'est pas à se poser la question de est-ce que tel champion italien versus tel champion français ou allemand est trop aidé. On est dans le cadre vraiment qu'est-ce qu'on doit faire et émerger. Donc un cadre et des révisions d'ailleurs sont en cours qui sont importants sur les aides d'État, et puis veiller à aligner toutes les planètes aussi vraiment sur la réalisation. Si on parle d'hydrogène ou même d'électrification des procédés, ça veut dire beaucoup de raccordements électriques, augmenter les puissances des lignes, mettre des transformateurs, donc planifier avec les gestionnaires de réseau et ensuite même anticiper les besoins, ce qui fait que d'ailleurs ça renvoie au cadre régulatoire mis en œuvre par les différents régulateurs nationaux. Donc, il faut vraiment veiller à cette mise en œuvre rapide et s'inspirer des bonnes pratiques et aussi, quand il y a besoin, adapter nos régulations européennes qui sont nécessaires et avec des sujets qu'on n'a pas encore réglés. Par exemple, qu'est-ce qu'il y aura comme régulation européenne des canalisations de transport d'hydrogène, tout de suite une grosse régulation, ou au contraire d'abord un peu d'exploration avec différents modèles. Bien entendu, ça veut dire qu'on a beaucoup de sujets sur lesquels échanger. Genau. Darauf werden wir heute Nachmittag auch auf sozusagen Konnektoren, Netze nochmal zurückkommen. Nous allons en venir cet après-midi aux connecteurs. J'aimerais maintenant parler d'un autre domaine qui reçoit des aides financières et qui a besoin fortement d'aides financières publiques. Il s'agit des consommateurs, tant les entreprises que les ménages privés. En Allemagne, nous avons eu le frein au prix du gaz qui a été introduit. Monsieur Wenzel, peut-être que vous pouvez nous parler du soutien qui est apporté par le gouvernement fédéral allemand concernant ce frein, de manière à ce que nous puissions le comparer avec le soutien français. Oui, merci beaucoup pour cette question. Lorsque l'on regarde le marché du gaz en Allemagne, nous avons la situation que tous les contrats de livraison avec la Russie, cela a correspondu à 50% des livraisons de gaz. Et il y a des entreprises comme Gazprom, Germany qui ont joué un rôle important. Je pense également à Uniper et à deux autres entreprises. En mai, nous avons eu la situation où il y avait des tentatives d'enregistrer, de changer le lieu de Gazprom à Saint-Pétersbourg. Le gouvernement fédéral allemand l'a empêché et a mis sous placement fiduciaire Gazprom et Germania. Si cela n'avait pas été le cas, de nombreux contrats de gaz auraient été perdus avec l'Allemagne et une faillite d'Uniper aurait eu des conséquences similaires. Donc il y a une intervention qui a été mise en place, mais de manière à garantir l'approvisionnement énergétique. D'une autre part, nous avons mis en œuvre une commission du prix du gaz avec des scientifiques, des entreprises, des syndicats. Et le Bundestag n'a joué qu'un rôle d'observateur. Il y a des propositions qui ont été présentées afin d'empêcher que les particuliers et les entreprises fassent faillite. Ils ont présenté des propositions afin d'atténuer, de réduire les prix. Ce qui est décisif ici, c'est que personne ne va recevoir 100% de subventions. Non, cela dépend des aides d'État. Cela va peut-être être 70%. Donc, il y a des incitations qui apparaissent à économiser 20-30% d'énergie. Et cela, bien entendu, a un effet d'atténuation du prix sur le marché. Ce que nous voyons maintenant sur les marchés, c'est que cet effet
contribue à réduire les mesures d'économie d'énergie. Ce que nous savons également, c'est qu'il y a eu des réactions critiques dans le domaine européen. Il y en a qui ont dit « vous intervenez trop », il va y avoir une problématique des aides d'État. Nous ne souhaitons pas avoir ce problème. Non, nous souhaitons être en contact étroit avec nos partenaires européens. Nous souhaitons que ces pays comprennent ce que nous mettons en place. Nous acceptons la critique et nous examinons ce qui est possible. Des aides plus grandes, par exemple, qui doivent être autorisées dans le cadre des aides État, doivent être autorisées par la Commission européenne. Merci beaucoup. Votre réaction en France concernant le soutien financier aux consommateurs, Monsieur Michel, s'il vous plaît. Oui, je crois que nous avons été, comme tous les autres pays, confrontés dès 2021, avant même la guerre en Ukraine, à d'abord la hausse des prix du gaz, et puis celle du pétrole, et ensuite celle de l'électricité. En simplifiant à l'extrême, on se trouve déjà avec la question d'un côté le consommateur, les ménages ou les très petites entreprises, et qui sont assimilés, les TPE sont en général assimilés aux ménages quand vous avez 2 salariés, y compris dans les dispositifs d'aide d'État, on peut faire des choses, et puis les entreprises. Alors cela nous a amené à mettre en place dès octobre 2021 ce qu'on appelait un bouclier qui gelait les prix du gaz à un niveau déjà très élevé en fait pour les ménages individuels, puis des dispositions sur l'électricité en février 2022 où on est intervenu par des subventions d'État, il faut le dire, en limitant la hausse tout en ayant eu une hausse. Ces dispositifs sont poursuivis au 2e semestre et se poursuivent sur 2023 avec là aussi le souhait de, comme l'a dit M. Wenzel, de aussi quand même envoyer un signal sur la nécessité des économies d'énergie et donc, comme cela a aussi un coût, tant le gaz que l'électricité augmenteront de 15% en début d'année, mais néanmoins, finalement, comme les prix ont été sur les marchés énormes, l'aide de l'État elle-même reste énorme, voire parfois augmente. Un des éléments importants aussi dans ces dispositifs, c'est que ces hausses sont évidemment proportionnellement par rapport aux revenus disponibles beaucoup plus importantes pour les ménages modestes et donc dans le cadre d'un dispositif qui préexistait, qui est le chèque énergie, qui accompagne les ménages modestes sur leur facture d'énergie. Le gouvernement, en décembre 2021, il va le refaire fin 2022, début 2023, fait un chèque énergie exceptionnel aux ménages les plus modestes pour quelque part surcompenser pour eux ces hausses puisqu'on n'a pas bloqué totalement. Et c'est donc là un signal qu'on envoie vers les ménages les plus modestes qui d'ailleurs parfois n'ont pas le choix d'économiser l'énergie, parfois déjà ils se privent eux-mêmes. Sur les entreprises, là aussi les aides sont pour le coup arrivées un peu plus tard en s'insérant dans les encadrements dits Ukraine mis en place par la Commission européenne. On distingue aujourd'hui, en simplifiant à l'extrême, d'un côté ce qu'on appelle le filet de sécurité qui, sur la base de l'encadrement Ukraine, permet d'accompagner les entreprises qui ont subi une hausse très importante des prix de l'électricité et du gaz et dont qui pèsent lourd dans le chiffre d'affaires et qui voient leurs résultats très fortement affectés. Donc là, on est quand même plutôt sur des consommateurs soit qui déjà étaient très dépendants de l'énergie, soit pour lesquels c'est devenu, on l'a vu, ça a frappé partout, y compris dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, ce qui était négligeable est devenu énorme. Et puis, en s'appuyant aussi sur des dispositions européennes prévues, nous mettrons en place en 2023 pour les PME un dispositif qui prendra en charge une partie de la hausse des prix de l'électricité au-dessus d'un certain volume, d'un certain prix, pardon, donc ce ne sera qu'une partie, ce qui incite aussi sur le signal prix aux économies, mais au-delà de dire qu'il y a un signal prix, il était vraiment important d'éviter des faillites en chaîne de toute un pan de l'industrie et des services au niveau français, mais aussi européen. Et on accompagne aussi fortement, on voit que ça a de l'impact en termes de soutien à l'investissement, d'ailleurs tant des ménages que des entreprises. On avait lancé un appel à projet industrie zéro fossile,
dont le budget de 150 millions d'euros va être porté à 225 millions d'euros. On a beaucoup de projets. Et puis, par d'autres dispositifs, on soutient par exemple tous les dispositifs de pilotage de la consommation. On voit là aussi que ça progresse et que, j'imagine, comme dans d'autres pays, les plans dits de sobriété qu'on a lancés amènent aujourd'hui déjà à plusieurs pourcents de réduction des consommations. Évidemment, dans certains cas, il y a des arrêts d'usines et ça, ce n'est pas souhaitable, mais on voit aussi des entreprises qui arrivent à commencer à aller vers des actions rapides pour diminuer leur consommation. Donc, il faut essayer, il faut dire éteindre l'incendie, mais il faut aussi prendre les mesures qui permettent d'être moins consommateurs et aussi globalement, individuellement et collectivement moins dépendants. Si on économise 10 ou 20% de gaz, c'est autant de pression qu'on aura en moins sur l'approvisionnement 2023-24 et ça fera baisser les prix. Ja, jetzt hat Herr Michel gerade schon angesprochen, dass natürlich es wichtig ist, wenn Oui, Monsieur Michel l'a déjà mentionné. Concernant les prix énergétiques, il est important de soutenir les consommateurs et il est important de ne pas freiner la consommation. Il s'agit donc d'un juste équilibre entre les mesures d'économie d'énergie, mais d'un autre côté également de la consommation, du pouvoir d'achat des entreprises, des consommateurs. De quelle manière réussir, Monsieur Wenzel, à instaurer cet équilibre? Nous l'avons déjà vu, nous avons mis en place un tank rabat, une remise à la pompe essence, et nous avons vu que cela a pu freiner, par exemple, la vente de véhicules électriques. Oui, ce qui est très important ici, c'est de choisir un instrument adéquat. Dans l'économie, nous avons l'exemple, par exemple, lorsque l'on paye une remise à la pompe essence, un tank rabat, nous voyons que les subventions ne sont pas données aux acteurs qui en ont le plus besoin. Donc il faut faire attention à cela. Les entreprises qui reçoivent des aides, des subventions, ces entreprises doivent également répercuter ces aides sur les consommateurs et les consommateurs doivent bénéficier de prix plus faibles. Il s'agit donc d'une composante industrielle aussi qu'il faut prendre en compte. Et c'est pourquoi cela était un point très important lors des examens. Les contrats qui sont en cours étaient importants, les anciens contrats. Et nous avons vu une baisse du prix de l'électricité grâce à ces contrats. Concernant le pétrole, nous avons une situation encore différente. Le prix du pétrole a tendanciellement diminué, mais le prix du gros, mais le prix de la consommation a augmenté parallèlement au prix du gaz. Ces prix ont considérablement augmenté. Donc c'est un problème de concurrence qu'il faut également prendre en considération. Et dans la commission sur la tarification du gaz, nous avons énormément discuté sur la question de savoir comment éviter des effets contre-productifs. Parce que, en fin de compte, on aura probablement des prix qui sont encore 2 fois plus élevés que les prix d'avant la guerre, ce qui sera très douloureux pour les consommateurs, parce que la facture en fin d'année va considérablement augmenter. Ce sera aussi, en fin de compte, une question existentielle. Mais bien évidemment, vous avez tout à fait raison, nous souhaitons éviter un renforcement une augmentation de la demande avec toutes ces mesures. Avant d'ouvrir le débat sur ces questions, j'aimerais aborder la question du marché européen et l'échange, le système européen. Quel est le rôle que peuvent jouer l'Allemagne et la France? Et
Quel scénario existe selon vous concernant le commerce européen? Quel potentiel voyez-vous pour la coopération pour atteindre les objectifs climatiques? Eh bien, le commerce européen de l'électricité joue un rôle crucial dans l'approvisionnement énergétique et dans la décarbonation de nos réseaux. Il y avait donc de nombreuses tentatives de renforcer les interconnecteurs entre les pays parce que cela augmente les possibilités de garantir l'acheminement de l'électricité indépendamment de la situation météorologique. À Dublin, nous avons discuté sur la question de savoir comment mettre en place des parcs éoliens tout en garantissant les interconnecteurs nécessaires à Bornholm, par exemple. Il y a un projet de 2 gigawatts. 1 gigawatt est acheminé au Danemark, 1 gigawatt est acheminé en Allemagne. Et à l'avenir, nous souhaitons mettre en place ces parcs de sorte que les résultats ou le rendement soient partagés entre plusieurs pays. Il y a aussi d'autres approches. Pensez au Northlink qui relie la Norvège et qui a été amorti dans l'espace de dans un très court délai. Et il y a aussi d'autres projets historiques. Déjà, nous avons une capacité de 9 mégawatts d'énergie hydraulique, par exemple en coopération avec l'Autriche et le Luxembourg. Ces mécanismes existent déjà depuis très longtemps. Ces installations ont été rééquipées pour fonctionner maintenant sur la base d'énergie renouvelable. Et il faut renforcer ces coopérations également avec le Sud. Pensez à la région du MENA, qui sont maintenant conscients de leur potentiel. Ils peuvent produire des quantités considérables d'énergie et ces quantités peuvent être transformées après dans d'autres produits dérivés. Et donc, pour le futur, ce potentiel est énorme. Juste une question concernant la région MENA, qui, depuis très longtemps, a été considérée comme un acteur essentiel en la matière. Est-ce que cette nouvelle situation donne un nouvel élan à la participation de la région MENA? Oui, comme j'ai dit, il y avait un accord ou une déclaration d'intention entre le Portugal, l'Espagne et l'Allemagne, conclue avec le Maroc pour faciliter l'importation d'énergie renouvelable. Il y a aussi des projets en Égypte et en Arabie saoudite qui souhaitent construire des gazoducs pour l'hydrogène. Donc, il y a effectivement de nombreuses possibilités pour entamer de nouvelles coopérations. Monsieur Michel, est-ce que vous souhaitez prendre la parole concernant le marché européen de l'électricité? Quels sont, selon vous, les points de départ potentiels pour exploiter le potentiel de ce marché en faveur de la transition énergétique? Nous partageons l'intérêt d'un marché européen et l'objectif de développement des interconnexions. Nous avons inauguré cet automne une interconnexion avec l'Italie. Nous sommes en phase d'autorisation d'une interconnexion sous-marine de plus de 2 gigawatts entre la France et l'Espagne. Le Premier ministre irlandais sera demain à Paris pour une nouvelle étape d'un projet entre l'Irlande et la France. Et ces interconnexions, c'est évidemment importantissime. Un point effectivement sur le marché de l'électricité lui-même, nous souhaitons qu'il y ait une réforme à moyen terme d'ici un an ou deux des règles du marché européen pour poursuivre plusieurs objectifs. D'abord, que les prix payés par les consommateurs reflètent les coûts de long terme d'un mix de production qui va être de plus en plus décarboné à des prix de plus en plus fixes. En tout cas, que ça reflète le prix moyen de long terme du mix de production nationale sous-jacent. Évidemment, il y aura toujours une partie variable avec les prix du gaz, mais on ne peut pas, ou du charbon d'ailleurs, enfin quand il en restera encore, mais on ne peut pas avoir
des marchés qui augmentent autant, qui sont si volatiles, et des prix payés par les consommateurs très élevés. Ensuite, on récupère ce qu'on appelle les rentes, on essaie de redistribuer. Ce n'est pas lisible, ce n'est pas simple. Et par ailleurs, le deuxième point, c'est qu'on doit aussi justement donner des signaux pour investir dans la transition énergétique. Il y a déjà des choses qui existent, comme les contrats de soutien bidirectionnels, les CFD bidirectionnels pour les énergies renouvelables, qu'il faudra regarder pour la production nucléaire aussi. Ces mécanismes qui, quelque part, garantissent tant aux producteurs qu'aux consommateurs une lisibilité d'un côté des revenus, de l'autre des coûts que payera la collectivité globalement, avec parfois un peu de subvention et surtout une part payée par le consommateur, ça donne des signaux qui permettent d'investir, d'abaisser les coûts de financement et donc d'abaisser le coût pour tout le monde, parce que dans ces gros projets d'investissement, il y a vraiment des milliards d'euros à investir et le coût de financement pèse lourd sur ces projets. Et donc, nous attendons avec intérêt, voire impatience, les débats l'année prochaine sur la base des propositions de la Commission européenne. On a fait un certain nombre de propositions pour nourrir le débat, et on pense qu'il y a des solutions, tout en gardant les architectures de marché, les échanges de court terme permettent d'optimiser les interconnexions qui participent au marché. Nous pensons que tout cela est faisable. Vielen Dank. Erstmal an Sie beide. Merci beaucoup à vous deux, tout d'abord. Et j'aimerais vous donner la possibilité de poser des questions. Oui, madame, au deuxième rang, je vous en prie. Vous pouvez commencer. Merci beaucoup. J'aimerais poser ma question en français. Oui, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Thierry Ocom. Donc vous avez tous les deux évoqué le lien entre la souveraineté énergétique, les objectifs climatiques et la politique industrielle. Donc c'est sur ce sujet que je souhaiterais revenir, avec notamment en toile de fond effectivement ce que font les Américains actuellement avec l'Inflation Reduction Act. On a quand même un gros problème effectivement de level playing field par rapport à cette législation. Et je voulais juste porter à votre connaissance, puis j'ai une question, qu'effectivement ce sujet, et plus largement ce sujet de souveraineté énergétique / politique industrielle a été un des sujets au cœur des discussions entre Bruno Le Maire et Robert Habeck cette semaine à Paris. Et justement, ils ont d'ailleurs sur cette question d'IRA, Inflation Reduction Act, décidé de travailler vraiment main dans la main, France et Allemagne, pour proposer une réponse commune au niveau européen. Voilà. Donc, et sur ce sujet, justement, j'aurais une question pour M. Wenzel. S'agissant de la proposition ou du projet, alors je ne sais pas si c'est une proposition vers l'Europe ou c'est un schéma national qui est envisagé, une alliance pour les industries ou pour les technologies de transformation, si j'ai bien compris, qui a été proposée par M. Habeck, et je voulais savoir quel était exactement ce qui était envisagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que le sujet de la souveraineté énergétique est très important. Cela a une composante de politique industrielle, cela est lié à des capacités. Nous avons vu à quel point nous avons été dépendants du gaz russe et les conséquences effroyables que cela a eu sur nous. Nous avons également des dépendances dans la production des puces. La plupart de cette production vient de Taïwan. Nous avons des dépendances extrêmes concernant les matériaux, les terres rares, concernant les panneaux solaires, les stations de conversion. Nous avons des dépendances et ici, nous souhaitons préserver cette production en Europe. Je pense que cela n'est que possible si nous
coopérons en matière de politique industrielle et nous trouvons ensemble une voie adéquate. En Allemagne, nous sommes sur cette voie. Monsieur Habeck a mis en place un processus en avril. Cela est nommé STEEP. C'est un processus en faveur de la transition énergétique. Il y a eu un rendez-vous en avril la semaine dernière et en décembre, des propositions vont être soumises en la matière. Donc oui, je pense qu'il est important d'échanger en la matière et qu'il est important de travailler ensemble en ce qui le concerne. Concernant l'hydrogène, nous avons 62 projets européens d'intérêt européen commun. Il s'agit de pays EEC qui ont une approche globale profonde. Nous examinons si ces pays EEC sont un instrument adéquat ou si nous avons besoin d'autres instruments, comme par exemple la plateforme concernant les batteries. Est-ce qu'il est possible d'avoir un projet en cluster? Mais cela ne concerne pas seulement le produit final. Nous devons observer la chaîne d'approvisionnement dans sa globalité et nous devons regarder les matières premières. D'où proviennent-elles? De quelle manière éviter des dépendances? Et là, bien entendu, nous souhaitons rester en échange étroit. Monsieur Michel, si vous souhaitez apporter un complément à cette question. Ces enjeux sont largement partagés, qu'avant même l'Inflation Reduction Act, le président de la République et le gouvernement avaient publié ce qu'on a appelé le plan France 2030, qui concerne tous les secteurs, pas seulement de la transition énergétique et écologique, mais qui en occupe une grande part, avec un soutien à la fois à l'innovation, ce qu'on avait déjà, mais aussi à l'industrialisation, à la création donc d'usines, de centres de R&D, etc., dans divers domaines sur la transition écologique. On peut citer le véhicule électrique, les batteries, la décarbonation de l'industrie avec le changement des procédés, l'hydrogène, les biocarburants avancés, par exemple, pour l'aéronautique, le recyclage globalement, qui va être un levier fort pour la souveraineté en matière d'un certain nombre de matériaux, et la production d'électricité et d'énergie décarbonée, tant nucléaire que ENR, par exemple, aussi reconquérir une capacité à produire des modules et panneaux solaires. Donc un fort investissement du gouvernement, ainsi qu'un souhait de s'insérer dans les projets communs au niveau européen, les IPCEI ou autres. Ce ne sera peut-être pas suffisant par rapport à d'autres actions d'autres pays comme l'Inflation Reduction Act, donc peut-être, mais là, ça dépasse ce que je maîtrise, effectivement, d'autres réflexions en cours et aussi des actions coordonnées au niveau européen sont à envisager. Jetzt hat Herr Zachmann sich gemeldet. Monsieur Zachmann, oui, vous avez posé une question. Je vous en prie, prenez le micro. Merci beaucoup. Une question que je souhaitais vous poser concernant la transition énergétique. La coopération franco-allemande est très fructueuse. De quelle manière, cependant, coordonner le développement de nos systèmes énergétiques et en particulier notre système électrique? Ce que je perçois aujourd'hui, c'est qu'avec la crise, nous avons vu à quel point la résistance de nos systèmes électriques est importante. Il y a bien entendu une approche nationale avec des mesures qui sont prises à l'échelle nationale, renforcer les centrales, ou alors nous pouvons également laisser le marché et réagir, de ne pas avoir un système coordonné. Et au final, lorsqu'un pays commence à intervenir trop, cela mène à ce que les incitations sur le marché disparaissent et sont réduites. Si l'Allemagne développe massivement les énergies énergétiques, cela réduit les prix, mais cela rend moins attrayant dans d'autres
pays de laisser le marché agir seul. De quelle manière donc avoir une approche coordonnée? De quelle manière coordonner ces différentes approches nationales? Devons-nous intervenir ou devons-nous laisser le marché jouer? De quelle manière avoir ici une méthode cohérente? Nous en sommes aujourd'hui encore dans la situation que nous avions déjà il y a 20 ans. Bien entendu, nous avons une approche cohérente concernant nos objectifs climatiques et énergétiques, mais j'ai l'impression, concernant la coordination, que nous n'avons pas vraiment avancé. Est-ce qu'il y a des plans qui sont mis en œuvre de manière à avoir une plus forte coordination au sein de l'Union européenne, ou nous souhaitons laisser les marchés jouer seuls, sans intervention? Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur Michel, qui souhaite commencer à répondre à cette question? Oui, je peux commencer si vous le souhaitez. Bon, commencez en allemand alors. Vous décrivez un défi qui existe, sans conteste. Nous avons mené le débat concernant les capacités sur le marché. Nous avons parlé de marché Only Energy. Et en janvier, nous allons mener un dialogue avec les parties prenantes concernant l'architecture du marché de l'électricité. Certains disent qu'ils souhaiteraient avoir une architecture du marché énergétique et non seulement du marché électrique. Nous allons également parler de la question de savoir comment garantir, dans un monde où tous les pays sont interconnectés, à avoir une approche plus cohérente. De quelle manière mieux financer les énergies renouvelables? De quelle manière promouvoir le biométhane? Notre préoccupation aujourd'hui, c'est de coopérer encore plus étroitement avec nos pays voisins européens. Il y a des analyses qui ont été menées concernant le marché de l'électricité. A-t-on besoin des couches de cuivre ou alors est-il préférable de le faire comme les Norvégiens? Il y a donc différentes réflexions économiques. Certains préconisent la renonciation à des zones de prix. Je l'ai entendu parler, notamment M. Hirt. Cela va également enrichir la discussion et j'espère que dans 1 an, dans 2 années, nous pourrons en dire beaucoup plus qu'aujourd'hui. Nous ne pouvons nous permettre de nous reposer sur nos lauriers. Nous devons agir, nous devons trouver des résultats afin de pouvoir prendre les décisions adéquates. Il est important de nous coordonner à l'échelle européenne, puisque ce projet doit fonctionner à l'échelle européenne. Nous ne pouvons pas faire cavalier libre. Michel? Oui, alors c'est un sujet qui n'est pas nouveau, la coordination. Enfin, je pense que, déjà, il faut bien qu'on se dise qu'avant même la crise, nous étions déjà dans une dynamique à la fois de plus d'intervention régulatoire, réglementaire et sur les marchés et de coordination européenne. Nous avons, c'est un système quand même très puissant, l'ETS sur les émissions industrielles, par exemple, et qui retentit aussi sur les systèmes énergétiques. Nous avons des directives sur le renouvelable ou aussi sur l'efficacité énergétique et la performance énergétique des bâtiments qui existent, qui sont révisés, qui donnent des objectifs qu'ensuite, effectivement, on ne peut décliner qu'au niveau national parce qu'on peut après choisir des outils, quelle réglementation technique, par moyen, par objectif, quelle incitation, différents systèmes, mais on va bien que ceci pousse. On a aussi ce marché intégré de l'électricité et du gaz qui a poussé à faire des interconnexions. Il y en avait déjà avant d'ailleurs, mais donc tout ça allait vers plus d'intégration. On peut aussi citer la réglementation sur les véhicules automobiles. Et on avait aussi commencé depuis de longues années à interagir, par exemple, dans le forum pentalatéral entre l'Allemagne, la France, les 3 pays du Benelux et ensuite l'Autriche et la Suisse sur comment
développé un certain nombre d'initiatives sur la sécurité d'approvisionnement, les interactions en cas de crise, mais où on l'a vu aussi dans un autre cadre avec presque les mêmes pays, le forum sur la coopération sur l'éolien offshore. Donc c'était déjà énorme. La crise nous a montré des enjeux communs, mais aussi des capacités à trouver des réponses. En quelques semaines sont adoptés des règlements sur le stockage de gaz, par exemple. On l'a déjà presque oublié, alors qu'il date à peine de cet été. Et maintenant, des discussions sur un certain nombre d'autres mesures d'urgence, sur l'accélération des ENR, peut-être, même si on estime qu'on n'y est pas encore au bout sur le plafonnement du prix du gaz. Donc, je pense qu'on expérimente aussi une capacité de coordination européenne où chacun accepte de renoncer un peu à son propre libre arbitre pour le bien commun. Je pense qu'il va falloir qu'on aille plus loin pour aboutir à un certain nombre d'autres réformes. J'ai cité celle du marché de l'électricité. Il peut y en avoir d'autres. Et par ailleurs, on l'a longuement évoqué aussi, la question de la coordination d'un certain nombre de politiques au mariage, aux confins des confluences de l'énergie, de l'industrie et de la souveraineté. On peut avoir différents leviers, des leviers qui font jouer le marché par l'incitation à la R&D, et puis on essaie d'avoir des projets, peut-être des leviers plus régulatoires en exigeant des fournitures européennes, des taux d'indépendance sur certaines matières. Peut-être qu'on va aller plus loin sur ces différents sujets. Je pense que la crise, on avait eu le Covid avant, ne l'oublions pas, révèle un certain nombre de fragilités, mais aussi de capacités à agir au niveau européen. Vielen Dank. Wir haben noch Zeit für eine ganz kurze Frage und weil der Merci beaucoup. Il nous reste encore un tout petit peu de temps pour répondre à certaines questions. Le chat est très rempli, il y a beaucoup de questions. Je vous prie de répondre très brièvement. Les pays riverains de la mer du Nord ont été mentionnés en tant que modèle pour des procédures d'autorisation très courtes. Est-ce que vous avez des exemples concrets ou des mesures qui sont prévues, Monsieur Wenzel? Oui, donc d'un côté, nous avons modifié la loi sur l'éolienne offshore qui a passé le Bundestag. Le premier appel d'offres est lancé. Certaines critiques ont été émises, mais nous avons dit qu'il faut maintenant lancer ce premier appel d'offres et puis on va voir quelles ont été les expériences. Et à Dublin, nous avons également discuté avec M. Michel sur les applications hybrides des parcs éoliens offshore. Pour nous, ça sera le modèle de l'avenir, hein, pour également densifier le réseau. Monsieur Michel, est-ce que vous souhaitez réagir? Sur l'éolien offshore, dire qu'en 2018, sur la base du retour d'expérience de pays nordiques, nous avons fait un certain nombre de modifications à nos procédures, à la fois de planification et d'autorisation, autour du permis unique, aussi de ce qu'on appelle le permis enveloppe, c'est-à-dire une autorisation qui permet à un projet, entre le moment où il est autorisé et celui où il est construit, dans certaines limites, d'évoluer pour ne pas figer tous les choix, ce qui donne des souplesses. Le fait de planifier avant une des grosses phases de débat sur l'identification des zones pour avoir un meilleur consensus et ensuite gagner du temps dans la réalisation. Aussi, on a décidé par la loi de diminuer le nombre d'étapes au contentieux. C'est jugé directement en dernier ressort par le Conseil d'État, alors qu'avant, il y avait plusieurs étapes de contentieux et où à chaque fois, chaque étape, on confirmait le jugement précédent. C'était donc une perte de temps qui finalement empêchait d'investir. Et nous avons actuellement une loi sur l'accélération des énergies renouvelables qui est actuellement, vraiment, cette semaine, en discussion à l'Assemblée nationale, qui va à nouveau voir comment on peut encore affiner ces sujets, par exemple sur l'éolien offshore, avec l'idée d'avoir d'ici 2024 une planification non pas au coup par coup pour 2 ou 3 zones, mais pour l'ensemble des zones sur les 4 façades. On a 4 façades maritimes administratives en France, de la Méditerranée jusqu'à la Manche, pour donner de la lisibilité aux acteurs et faire ceci sous 2 ans. Donc, je pense que c'est
un processus vivant d'améliorer ces processus de A à Z et en commençant par en amont la planification. Vielen Dank. Es war eine sehr spannende Stunde und ich finde es sehr schade. Merci beaucoup, c'était un débat très passionnant. Je suis désolée qu'il faut s'arrêter là. Pour terminer, juste un message de votre côté, Monsieur le secrétaire d'État, vers l'Allemagne, vers la France. Je suis très contente de cet échange et je serai contente de pouvoir encore intensifier ces échanges pour travailler en faveur de nos objectifs communs, également dans le contexte européen, pour parler d'une seule voix dans l'idéal. Et vous, Monsieur Michel, un message de la France vers l'Allemagne. Exactement le même. Continuons nos échanges, qu'ils soient sur les grands cadres, la régulation, en faisant aboutir des sujets, mais aussi sur la mise en œuvre pratique de l'innovation industrielle, batterie, hydrogène ou autre, ou aux bonnes pratiques sur les projets. Vielen Dank, un grand merci. Vielen Dank für diese Runde. Merci beaucoup pour ce débat très passionnant. Je vous annonce maintenant la pause déjeuner. On va continuer à 2 heures de l'après-midi avec un débat très intéressant sur la transition énergétique européenne dans le contexte des défis géopolitiques actuels. Et il y aura toute une série d'intervenants très intéressants. Dans l'entretemps, profitez bien de votre pause déjeuner et merci beaucoup d'avoir participé. Au revoir.